Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est naturellement le premier numéro de l'émission Dingue de Sport. Vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Excellente semaine à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport de ce lundi 12 mai 2025 reparle du match Togo-Tunisie, du premier tour des qualifications du mondial Dames Junior Football 2026. Un partout au finish entre les deux sélections. Comment peut-on apprécier la prestation des filles de Théophile Pakokoumi que corriger avant le match retour le 18 mai prochain à Sousse en Tunisie? On en parle. On va parler également de l'acte 10 de la D2 nationale de football. Et après cette 10e journée, Dito dans la poule A, Semassi dans la poule B contrôle les choses. On est à 4 journées de la fin de la phase régulière. Que peut-on dire ? On parle de la première division nationale de football. Il n'y a pas eu match ce week-end, mais on a déjà disputé la 20e journée de la compétition. Alors, on va pouvoir se poser des questions désormais. Asko, qui est le quintuple champion en titre, a-t-il déjà perdu son fauteuil? On va voir tout ça. Et là, a-t-il les moyens de se maintenir, puisque depuis le début de la phase retour, aucun leader n'a pu se maintenir sur plusieurs jours. On va en parler. Et puis on parle naturellement de la 30e édition du Tour cycliste international du Togo. 11 pays sur la ligne de départ dès vendredi le 16 mai, et ce jusqu'au 24 pour voir, on va dire, pratiquement 2000 km parcourus au cours de ce 30e Tour international du Togo. On va voir avec le président de la Fédération togolaise de la discipline les dernières informations. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Vonelhomme. On a à la mise en onde, on a Noël Azianko, assisté de Olivier Koudjo. Ok, merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Et merci d'être à l'écoute de Radio Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Et le premier rendez-vous de cette nouvelle semaine avec Dingue de Sport. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Très bien, on va avoir dans quelques instants Grégoire Attignon. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Très bien. Alors, on a plusieurs sujets à évoquer, cyclisme, football. On va commencer par cyclisme. Le 30e Tour du Togo va commencer vendredi à venir. Voilà, c'est du 16 au 24. On fait savoir déjà qu'il va y avoir une conférence de presse demain. Voilà, pour parler de cette 30e édition du Tour cycliste international du Togo. 11 pays au départ de cette compétition. Et voilà, l'objectif pour le Togo, c'est au moins gagner une étape, puisque surtout, vous allez écouter le président, les nouveaux vélos promis ne sont pas arrivés. La date fixée par le fournisseur n'étant pas respectée à l'arrivée, les cyclistes togolais vont devoir faire avec les vélos qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et le président qui revient ici sur la participation du Togo aussi au Tour du Bénin. Diabik Baïtia. Globalement, ça s'est bien passé par rapport à leur performance, mais ils ont connu quand même beaucoup de difficultés liées au matériel, les pannes techniques, c'est ce qui les a embêtés un peu dans le classement, mais globalement, oui, ça s'est bien passé. Le meilleur Togolais là-bas autour du Bénin, c'est Tchalem. Tchalem Nyouleleng. Yes. Monsieur classé à quel rang? Il est bien classé, il est 25e, c'est pas mal. Par rapport au tour, on peut à ce jour dire que oui, tout est calé. Tout est calé, les cyclistes sont prêts, toute l'organisation autour, toute la logistique autour de ce 30e Tour cycliste international du Togo, tout est OK. Tout est mis en place actuellement. On ne peut pas toujours dire que tout est bon à 100%. Il y a toujours quelques petits réglages à faire, mais à ce jour, globalement, tout est fait fin prêt pour le démarrage du Tour. Vous annonciez il y a quelques jours l'acquisition de nouveaux vélos. C'est bon maintenant? Malheureusement, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est en cours de route.
Ils vont pouvoir l'utiliser pour le tour qui vient? Je ne crois pas, malheureusement, parce que selon le délai qui nous a été donné, ça va arriver en plein tour. Malheureusement pour les cyclistes togolais, Latif Yourouma, voilà la première information. Ils s'apprêtaient à avoir de nouveaux vélos pour entamer ce 30e Tour du Togo, une édition symbole, 30 ans quand même. Ça veut dire que le Tour du Togo grandit dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on a ces genres d'informations? Ça va être un mauvais coup pour les cyclistes. Comment vont-ils gérer tout ça? Bon, moi je pense qu'il va falloir quand même faire une très bonne communication autour de cela. Vous savez, personnellement, moi je n'attendais pas grand-chose de l'arrivée de ces vélos parce que le campement, sinon la mise au vert est faite sans ces vélos. Et c'est en pleine compétition qu'on va vouloir assimiler ces vélos. Ça devait être compliqué. Maintenant, c'est vrai, on peut dire que la fédération a une excuse parfaite pour peut-être expliquer la mauvaise performance s'il y en a des cyclistes togolais, même si on sait que l'objectif c'est de gagner une étape. Mais moi je dis, c'est déjà bien d'avoir des vélos, même si ces vélos sont en route, sur mer, dans les airs. Prions que ces vélos arrivent un jour. Et si ces vélos arrivent un jour, on pourra, pourquoi pas, avoir du temps pour préparer les athlètes avec ces vélos pour les prochaines éditions. Maintenant, la mise au vert est faite avec les vélos qu'on a. Essayons de voir ce qu'on peut faire avec, parce que moi je dis... Personnellement, moi, je savais qu'on ne devait pas pouvoir faire grand-chose avec ces nouveaux vélos qui arrivaient. Même si ces vélos-là arrivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces vélos? Parce que l'adaptation avec... Il fallait les essayer, il y a ce qu'on appelle prendre les habitudes. Dans le jargon des sports mécaniques, il y a ce qu'on appelle l'adhérence. L'adhérence, parce que... Écoutez, les nouveaux vélos, même quand tu as un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, Franck, ce n'est pas tout de suite. On prend quelques jours. Oui, on prend des jours pour pouvoir l'assimiler. Donc, moi, je dis, écoutez, ces vélos, c'est vrai, c'est triste que ces vélos n'arrivent pas dans le temps, mais on ne va pas jeter le bébé et l'eau, ou bien l'eau et le bébé. C'est déjà bien de commander les vélos. Ils vont arriver, même si c'est 1 an, 2 ans, ils vont arriver, ces vélos, et on pourra faire un projet avec ces vélos-là, pourquoi pas pour les éditions à venir. Oui, ce n'est pas la faute à la Fédération togolaise de cyclisme, c'est le fabricant qui n'a pas respecté le délai qui a été donné. Grégoire Attignon, c'est la situation. Mais ils étaient aussi autour du Bénin, ils se sont essayés. Et selon la Fédération, on peut parler d'un bon comportement des coureurs togolais, des cyclistes togolais là-bas. Oui, on peut parler de bon comportement des cyclistes togolais. Et on l'a écouté tout à l'heure où il disait que Tchalim a été le premier Togolais donc là-bas. Il a occupé le 5e rang. Ça a été toujours comme ça. Ça a 25e. 25e, voilà. Ça a été toujours le résultat pour le Togo pour ce qui concerne ces compétitions. Et même également à Lomé, c'est un peu compliqué. Pas un peu, mais c'est très compliqué toujours pour le Togo de gagner même une étape sur son tour. Le dernier tour, on a vu ce qui s'est passé entre Sotoboa et Amou-Oblou. Un Togolais était en course pour quand même remporter cette étape-là avec un Français, mais finalement par manque de moyens, parce que là, le Togolais a manqué justement de moyens. Il y a le moyen matériel, encore d'autres moyens qui n'ont pas permis justement au Togo donc de remporter finalement. C'est un Français qui va remporter cette étape-là. Maintenant, pour ce tour, le président l'a beau dit que l'objectif, oui, c'est de voir le Togo remporter une étape, mais la question qui se pose, qu'est-ce qui est fait pour que le Togo remporte une étape sur ce 30e tour? Les Togolais vont se donner, mais le matériel n'est pas là. S'il n'y a pas de matériel adéquat par rapport aux autres qui seront là, il y aura les Maliens, les Béninois, les Burkinabés, les Ivoiriens ou encore d'autres nationalités qui seront là. Ils viendront avec des matériels adéquats, mais ici, nous, on n'aura pas ces matériels et donc on ne peut pas s'attendre à un résultat. À chaque fois, on ne parle que de Tchalim, alors qu'en dehors de Tchalim, il y a d'autres également. Oui, il y a d'autres cyclistes. Oui. D'autres cyclistes comme Kako ou encore Abino et Djabig. Mais il n'y a que finalement lui seul, c'est-à-dire Tchalim, qui essaie donc de sortir la tête de l'eau à chaque fois qu'il y a une compétition. Maintenant, qu'est-ce qui se fait concrètement avec les membres du staff? Là, il y a la direction technique, il y a les membres du staff, le sélectionneur et son adjoint, il y a aussi les coureurs. Mais qu'est-ce qui se fait concrètement? Parce que quand vous êtes sur un tour et que vous voyez comment est-ce que les autres se comportent, il y a
quand vous prenez le Nigeria ou vous prenez les Maliens, ça dit que on sait que le Mali, déjà la première étape a eu le maillot jaune. Il va falloir quand même permettre à ce que le maillot jaune reste propriété des Maliens jusqu'à la fin de ce tour-là. Qu'est-ce qui se fait? Il y a quand même, on court pour permettre justement à ce maillot jaune-là de garder son maillot. Mais visiblement, quand on voit le Togo, ce n'est pas la même chose. On dirait que chacun court pour lui-même. Et alors qu'en principe, si aujourd'hui, après une première étape, un Togolais se classe, ou bien fait partie donc, des meilleurs à l'issue de ce tour, pour les autres étapes, il faut le protéger, il faut l'aider quand même à améliorer sa performance et pourquoi pas remporter ce maillot jaune-là. Mais à chaque étape, à la fin de chaque étape, vous allez voir, ce sont les Togolais qui sont les derniers, vous allez voir qu'ils arrivent finalement, peut-être même hors délai, donc c'est des choses qu'il faut corriger. Et là, on va me dire que oui, c'est le matériel. On a promis un matériel qui n'est pas arrivé. Moi, je dis que psychologiquement, déjà, c'est mort. Voilà, ils ont l'habitude d'utiliser les vélos qu'ils ont. Eux-mêmes, en tant que professionnels aussi, ils doivent savoir, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y a un temps d'adaptation pour un nouveau matériel qui arrive. Mais au-delà, pour motiver les cyclistes, dit le président Djabig, pour la première fois, chaque cycliste aura 600 000 alors qu'ils avaient 252 000 sur tout le tour avant. Pour la première fois, chacun aura 600 000 pour la participation et des primes spéciales à venir. C'est ce qu'il dit pour la motivation. C'est déjà bien parce que vu l'état, en tout cas dans lequel travaillent nos cyclistes, 600 000 francs, parce que vous avez prononcé un nom tout à l'heure, vous avez dit c'est des cyclistes professionnels. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas trop dire? Nos cyclistes sont-ils professionnels? Entre griffes. Voilà, parce que quand vous avez une fédération même qui n'est pas encore professionnelle, on a des matériels non professionnels et on ne peut pas avoir des cyclistes professionnels parce qu'aucun n'arrive, en tout cas, de l'extérieur. On n'a que des cyclistes ici. Et donc, moi, je dis, la motivation, c'est bien parce que ça a été triplé. Quand vous étiez à 200 et que maintenant vous êtes à 600. Ailleurs, c'est l'argent de poche, hein. Mais ici, c'est l'argent de participation. Mais quand on voit là où on a quitté et là où on est, il faut commencer par dire ces encouragements quand même à cette fédération. D'ailleurs, qui a réussi à ressusciter ce tour. Parce que Ducré est mort et on a pensé que voilà, Ducré est mort avec le tour. Mais le tour est là. Il y a une édition après Ducré. Et je pense que ça fait la 3e édition et après Ducré. La deuxième. La deuxième après Ducré. Oui. Et donc, moi, je dis c'est déjà bien. Et la motivation aussi. Maintenant, il va falloir qu'un projet se fasse. Moi, je dis c'est cela. Et puis, Grégoire parlait de nos cyclistes qui sont sur les tours sans stratégie, en tout cas claire. Est-ce que c'est leur faute? Non, ce n'est pas leur faute. En fait, peut-être le directeur technique, le coach. Quand vous prenez le Landerneau sportif togolais même, écoutez, la famille est bien divisée. La famille du cyclisme est bien divisée. Il y a des clubs qui sont dirigés par certains responsables qui ne sont pas en adéquat avec la fédération. Oui. Depuis l'élection avec l'éviction de Doné Gagou, l'arrivée de Pamphile Podo. Pamphile Podo n'a pas su regrouper la famille. Pamphile Podo est parti. Djabig est arrivé, mais il y a toujours des dissensions. Vous prenez à Gaza, vous prenez la Modèle, le président c'est Doné Gagou. Vous prenez à Gaza, le président c'est Denis Sodé Robert. Est-ce que ces messieurs-là aujourd'hui sont véritablement en adéquat avec la fédération? Ils ont leur raison. La fédération aussi a sa raison, mais parce que ces messieurs ne travaillent pas en harmonie, on ne peut pas avoir des cyclistes aussi qui sont comme une famille. On ne peut pas avoir une stratégie claire, une direction claire pour pouvoir permettre à nos cyclistes. Parce que le vélo, c'est la stratégie de course. Vous ne pouvez pas avoir un Adebayor, un Messi en vélo. Jamais. C'est en équipe que vous pouvez avoir quand même de bons résultats. Et quand vous avez des gens qui courent et que même le vélo de quelqu'un crève et que l'autre n'est pas en mesure de lui donner son vélo, il y a un problème. Alors que dans le vélo, c'est clair. On dit, Grégoire et Latif, vous êtes sur le tour. Mais à un moment donné, quand le vélo de Grégoire lâche,
automatiquement, Latif, tu dois remettre son vélo parce que quand vous quittiez, on savait que c'est Grégoire le Major. Mais c'est comme cela que ça se... Oui, mais si ce n'est pas le cas, l'entraîneur doit le savoir, doit prévenir tout ça. Oui, mais quand l'entraîneur donne un discours et qu'au même moment, les équipes et les cyclistes qui forment l'équipe nationale ont des discours contraires. Qui viennent d'ailleurs. C'est ce qui se passe. Mais il faut déceler ça. Quelqu'un qui ne répond pas, vous le mettez à côté. Mais vous qui allez mettre le coureur à côté, vous n'avez pas un cycliste pour le remplacer. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui sont dirigeants, mais qui ont 0 cycliste. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 2 équipes? Non, mais pas forcément 2 équipes. Mais le Togo aligne 2 équipes, en réalité. Le Togo aligne 2 équipes parce que souvent, quand un pays est hôte, c'est comme cela que ça se fait. Alors, on aligne 2 équipes et souvent, la deuxième équipe vient de l'international. Quand on parle des Européens qui arrivent, souvent, ils arrivent, mais ils vont courir sous bannière togolaise. Ça, c'est clair. Souvent, c'est comme ça que ça se fait. Et l'équipe A est celle du Togo. Mais dans l'équipe A du Togo, là, quand vous avez des cyclistes qui viennent d'Agaza, des cyclistes qui viennent de la Modèle, des cyclistes qui viennent de l'Étoile filante, des cyclistes qui viennent de Palimé, de Sokodé. Mais ces cyclistes-là ont des discours contraires. Le président dit c'est mon cycliste. Parce que malgré ces dissensions-là, cette guéguerre-là existe même à travers les cyclistes. Et la fédération n'a pas de cyclistes. Ce sont les clubs qui ont des cyclistes. Ce sont ces clubs-là qui amènent, normalement, quand ils arrivent en sélection, ils doivent avoir le même discours. Mais Franck, même en football, on a ce problème. Malheureusement, ce problème-là est au niveau de cette fédération et ça fait qu'on n'a pas une stratégie claire Moi, je connais une édition là où un athlète ou bien un cycliste a crevé, mais l'autre a refusé de lui donner son vélo. Parce que d'ailleurs, son vélo, c'est son club qui lui a donné le vélo. Et pourquoi l'Étoile filante, le coureur de l'Étoile filante doit céder son vélo au coureur de Dito, par exemple, ou bien d'Agaza, par exemple. Très bien. Voilà. On espère qu'on n'aura plus ces difficultés sur le tour, parce que là, c'est d'abord le Togo. Il va falloir gagner au moins une étape. C'est une édition symbole. 30e édition du Tour du Togo. Ce serait très mal vu s'il n'y a pas de Togolais qui gagnent au minimum une étape. Mais il y a des points chauds, ils peuvent gagner des points chauds. Des points chauds, ça ne veut rien dire. Voilà, le coup d'envoi, c'est bien le 16 et ce jusqu'au 24 mai. Merci de suivre Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On va parler football et tout d'abord ce match du premier tour des qualifications du mondial 2026 dames junior et ce score d'1 but partout entre le Togo et la Tunisie. Latif, par rapport à ce que vous avez eu à voir ce dimanche à Kégué, Théophile Kpakpo-Koumi est-il en train de faire le bon boulot? Visiblement, oui. Bien sûr. Il y a du travail. Il y a du contenu. Personne n'était fâché parce que le Togo n'a pas gagné. Même si le Togo perdait, je ne pense pas que quelqu'un devrait tirer à boulet rouge sur ces filles-là. Aucune n'a triché. Elles ont joué, mais il faut reconnaître qu'en face, il y avait une très bonne opposition. La Tunisie, on n'a pas tellement vendu cher la peau des Tunisiennes, mais on sent que dans le Maghreb, aujourd'hui, il y a une révolution lorsqu'on parle quand même de football féminin, parce que longtemps, la religion n'a pas permis à ce sport féminin-là d'être au devant de la scène dans les pays arabes ou dans les pays islamiques comme aujourd'hui, avec les règlements qui sont souples, où on peut même porter le voile pour jouer au football. Je pense que tout le monde a compris qu'il faut maintenant laisser les filles faire ce qu'elles savent faire. Et c'est ce que la Tunisie a fait avec des objectifs bien vus, parce que il y a des joueuses qui sont venues d'un peu partout sur le vieux continent, la Suède, la France, et puis il y a un troisième pays là, où, les Pays-Bas, qui sont venus renforcer véritablement les filles qui sont au plan local. Et je crois que la Tunisie a dérangé énormément le Togo, surtout en première partie, où elles ont d'ailleurs ouvert le score, mais après il y a une bourde qui a permis au Togo de revenir. Mais ce qui a été intéressant, c'est la seconde partie de l'équipe togolaise, où le Togo a fait le match
a contrôlé du début jusqu'à la fin. Et on a vu une équipe tunisienne fatiguée, mais les filles de Kpakpo Koumi ont poussé avec des joueuses qui étaient au-dessus de la mêlée, même s'il y a beaucoup de choses encore à corriger, c'est des U20. Voilà, quand vous prenez Chassim Amaïzo, la capitaine, elle a un volume de jeu impressionnant. Je pense, Franck, pour chuter, qu'il y a un travail quand même qui se fait avec les juniors togolaises. Oui, on va d'abord écouter, avant de retrouver Grégoire, le sélectionneur du Togo, Théophile Kpakpo Koumi. Félicitations aux filles, c'est une première pour au moins 90% de ces filles, une première. Il y a d'autres qui n'ont jamais joué un tel match. Elles n'ont jamais vu un public aussi coriace. Donc, moi, je peux dire que vraiment, elles n'ont pas démérité. Maintenant, si nous revenons sur le match, lorsqu'on a débuté le match, les filles ont eu un peu peur, mais en allant vers la mi-temps, on a eu au moins une même mise sur la balle. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a fait quelques changements qui nous ont apporté beaucoup de choses. Au moins, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Les meilleures occasions, c'était nous, mais on n'a pas été efficace. Mais je sais qu'il y a des lacunes aussi, côté replacement et quelques déchets techniques chez certaines. On va faire tout pour les corriger après. Les filles, c'est une première et c'est difficile. On a beaucoup travaillé le mental, ce qui nous a aidé un peu en deuxième mi-temps. Sinon, on avait craqué par rapport à ces filles. Mais c'est pourquoi je dis merci à ces filles, parce que beaucoup ici, peut-être au Togo, diraient que la Tunisie allait nous mettre au moins un carton. Mais aujourd'hui, le football n'est pas une science exacte. On a fait tout ce qu'on peut pour au moins préserver ce score. Voilà Théophile Kpakpo Koumi, le sélectionneur des éperviers juniors dames. En face, il y avait le coach aussi de la Tunisie, Kamel Saada, que je vous propose d'écouter. Pour moi, ce n'est pas un bon résultat. Avec le déroulement du match, on n'était pas bien, ni nous, ni Togo. Je pense qu'on a joué que 30 minutes, tous les deux équipes. On a joué le jeu direct. Et ainsi que l'arbitrage a influé trop sur le jeu avec ses décisions. Ainsi que le climat, il était défavorable pour nous parce que le fait est très chaud. Et on essaie de rectifier tout, Inch'Allah, à Tunis. Je respecte bien beaucoup l'équipe togolaise parce que je sais bien que l'effet de surprise, il y a toujours. Il y a des joueurs explosifs. Il y a des joueurs de qualité, ils ont bien joué avec les moyens de bord, une notion de bloc bien déterminée et du jeu direct avec les passes longues sur les joueuses de couloir, des joueuses explosifs et puissants. L'égalité était par une erreur de notre gardien. On essaie de faire notre mieux, Inch'Allah, et rectifier beaucoup de choses pour le match retour. Kamel Saada, le sélectionneur tunisien, quand on voit cette équipe du Togo, on a des joueuses qui viennent d'un peu partout, Kemiako, Sotobois, Barracuda, et puis mais lorsqu'on les suit sur le terrain, ou bien lorsqu'on écoute ce match en direct, on a comme l'impression que c'est des filles qui ont travaillé et qui, pour le moment, on ne va pas dire que c'est des super joueuses, mais pour les quelques conditions qu'on leur a données, elles ont quand même tenu. Oui, Latifa parlait tout à l'heure du travail de Théophile Kpakpo Koumi. Et ça, il faut quand même féliciter Kpakpo Koumi par rapport à son travail, parce que il n'a pas disposé assez de temps pour mettre en place cette équipe-là. Notez bien que c'est à l'issue du championnat que finalement cette sélection a été faite. Et il y a eu également d'autres joueuses qui sont arrivées, mais c'est à l'issue du championnat, parce que quand vous voyez ces joueuses-là, c'est des joueuses qui ont participé au championnat organisé par la fédération. ASOTR, Tambo, Koroki, Unisport de Sokodé, Entente 2, voilà des joueuses qui sont venues donc de ces clubs-là. Et quand vous prenez ces joueuses-là, c'est des joueuses des centres de formation. Tout simplement parce que les centres de ces joueuses ne participent pas au championnat. Parce qu'il y a des joueuses qui viennent de Swallows, qui viennent de FSA, Romario, vous avez parlé de Kameko. C'est des joueuses qui viennent de ces centres-là, qui ont participé au championnat qui a été organisé par la fédération. Et c'est à l'issue de ce championnat que la sélection a été faite. Il y a eu un regroupement dans la zone sud, ensuite il y a eu un regroupement dans la zone nord, notamment à Sokodé, où des joueurs sont venus donc de Kara, de Dapaon pour participer donc à cette sélection. Et c'est à l'issue de cela que Kpakpo Koumi a arrêté une liste. Aujourd'hui, il y a eu un premier regroupement. Il y a de cela quelques semaines, il y a eu un premier regroupement avec ces joueuses. Le deuxième regroupement, c'est dans ça, on est pour jouer maintenant ce match aller donc du premier tour. Moi, je me dis qu'avec ce petit temps, Kpakpo Koumi a essayé de mettre en place quand même une équipe. Maintenant, quand on prend cette équipe-là, vous prenez l'âge de ces joueuses-là, vous prenez la forme de ces joueuses, ça va être un peu difficile. Bon, c'est la Tunisie. D'aller gagner là-bas? Oui, de voir cette équipe évoluer.
c'est vrai, c'est la Tunisie qu'on a affrontée. C'est vrai que face à la Tunisie, on a essayé de faire quelque chose. Mais le match retour va être compliqué, très compliqué à cette équipe-là. Quand on voit un peu ce que cette équipe a fait hier, il y a eu quand même une volonté, surtout en deuxième période avec le discours. Parce que je crois que le staff a beaucoup parlé à ces joueuses-là, parce qu'en première période, vers la fin, c'est une équipe qui était complètement à la rue. C'était difficile pour cette équipe de continuer. C'est vrai que l'égalisation est arrivée à la fin de ces 45 premières minutes, mais en deuxième période, le Togo a eu des occasions. Maintenant, ce n'est pas une équipe nationale qu'on va apprendre à contrôler. Ce n'est pas une équipe nationale qu'on va apprendre à dribbler. Malheureusement, c'est ce à quoi on a assisté hier, parce que, oui, Latif a parlé de la capitaine. Elle est là, oui, imposante dans le jeu, sur le ballon, mais dribbler, contrôler, gagner les duels, ça lui manque. Ça lui manque. Ça lui manque. Et vous allez voir qu'il reste encore beaucoup de choses. Comparativement aux Tunisiennes, je crois que les Tunisiennes, ce n'est pas ici qu'elles viennent apprendre à jouer, contrôler le ballon. Elles savent déjà ça. Et donc ça a été un peu difficile pour l'équipe togolaise. C'est ça qui a fait que oui, en deuxième période, on a dominé, mais seulement parce qu'on n'a pas de véritable attaquante. C'est ça qui a fait qu'on n'est pas arrivé à marquer. Sinon, dans cette équipe, oui, il y a tout d'abord la gardienne qui est là, qui a rassuré plus d'un, même si elle a encaissé. Ce n'était pas Hassana Ousmane, une jeune gardienne d'ailleurs, qui faisait partie de cette sélection-là du Togo, qui a disputé le championnat scolaire à Zanzibar. Entre-temps, en dehors de Hassana, il y a aussi la buteuse Essor Dessam Abigail, qui aussi faisait partie de cette équipe. Il y a d'autres joueuses qui ont essayé quand même de montrer. Il y a le Dossa 4, Lomou Balakina, Alanwa aussi, qui a montré beaucoup de choses, sans oublier quand même Aloma Diakpe, depuis Amenito Renaudi. Voilà, des jeunes talents forcément. Il y a Ousmane Hassana qui vient de Romario. Oui. Le problème de cette sélection, c'est de ne pas bénéficier d'un regroupement continu. On fait les choses de façon sporadique. C'est un peu ça, on peut dire. Oui, c'est parce que lorsqu'on parle des équipes, des sélections nationales, il y a un souci majeur de complémentarité entre le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération togolaise de football. Quand il s'agit des éperviers d'Adebayor, des éperviers de Karim Derman, de Romao, c'est une affaire d'État. Mais quand il s'agit des autres catégories, souvent on ne voit pas véritablement l'État, sinon le ministère derrière. Et ça revient à la fédération de faire ce qu'elle peut. Et aussi, parce que ça revient à la fédération, c'est là qu'on soumet les filles même au campement en externat. Oui. Moi, quand j'entends ça, j'ai mal aux oreilles. Une fille qui quitte Dapaon, qui quitte Sokode, Sotouboua, qui vient à Lomé, c'est déjà un environnement nouveau pour elle. Et on dit elle est en externat. Externat, ça suppose que la fille d'abord ne sait pas où dormir. C'est quand elle quitte, il faut appeler une tante, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous venez dormir dans le canapé pour aller jouer au ballon. Vous venez dormir sur natte, sur du dur pour aller jouer au ballon. Et ça ne fait pas bien les choses. Quand on a parlé de la Tunisie qui a même fait venir des joueurs de l'extérieur, qui ont payé des billets d'avion pour les filles qui sont arrivées. Mais ici, on n'a même pas pu faire des gros groupements en internat pour permettre à ces filles. Donc, la façon d'organisation de nos sélections ne donne pas véritablement des garanties de résultats pour ces filles-là. Et allez-y savoir même qu'est-ce qui a été fait comme motivation à ces filles-là. Parce que tout ça, ça compte. Lorsqu'on parle du football, une fille qui commence un match, on va nous dire oui, avec les jeunes, il ne faut pas tellement parler d'argent. Mais on parle des U20, elles sont déjà adultes. Parce que quand on parle de U20, elles peuvent avoir 19 ans, elles peuvent avoir 18 ans. Et là, il faut bien manger. Et quand vous prenez également la Tunisie, mais morphologiquement, oui, elles sont plus imposantes que les Togolaises. Parce que là, il y a certaines filles, excusez-moi, on dirait des brindilles, alors que quand vous prenez la ligne offensive tunisienne, vous prenez même la gardienne tunisienne, comparativement à Hassana, quand vous voyez la morphologie, ce n'est pas cela. Il n'y a pas que des costauds qui jouent au football. Oui, mais quand vous êtes petit, chétif, il faut avoir du talent technique pour pouvoir compenser justement le défaut physique. Sinon, en réalité, pour jouer surtout au football, il faut être imposant physiquement.
tout le monde n'est pas Messi, hein, Franck. Tout le monde n'est pas Messi. Normalement, pour jouer au football, il faut être imposant physiquement avant de pouvoir mettre le talent dessus. Mais nous, on n'a pas cela. On ne travaille pas en harmonie. Et parce qu'on ne travaille pas en harmonie, on ne peut pas véritablement avoir des résultats qu'on veut. Ah, voilà. Le match retour, c'est dans quelques jours là-bas à Sousse. Et on va juste dire qu'elles puissent avoir les moyens d'aller confirmer ce qu'elles ont fait ici ou bien d'aller faire mieux là-bas en terre tunisienne à Sousse. Il semble qu'on va jouer la nuit. La nuit, est-ce qu'elles sont habituées à ça? Ça aussi, c'est un élément. Là aussi, c'est une question. Parce que nous, nous, on a des attitudes figées, des attitudes stéréotypées. L'entraîneur, le sélectionneur tunisien a parlé de chaleur. Oui. Parler de chaleur, ça suppose qu'on pouvait même jouer à 14 heures. Ça suppose qu'elles seront encore plus dérangées. Mais nous, voilà, on va nous dire, oui, ce sont les exigences télé. Je ne sais pas quelle télévision a diffusé le match d'hier. Donc ça suppose qu'on aurait pu même ne pas jouer à 16 heures parce qu'il y a un peu de chaleur, jouer à 14 heures ou à 15 heures. Pourquoi pas? Mais en Tunisie, peut-être on va jouer la nuit où la température sera tellement très basse et quand ça va grelotter, peut-être que c'est nous qui allons crier qu'il fait trop froid, malheureusement. La canicule, elle est forte, hein, elle ne va pas embêter que les Tunisiennes. Hein, si on jouait ici à 14 heures. Oui, mais si à 16 heures déjà les Tunisiennes crient, ça suppose qu'à 15 heures ou 14 heures... En deuxième période... En principe, la chaleur devait baisser un peu, mais là, en deuxième période, les Tunisiennes n'ont pas hésité. Elles n'ont pas hésité. Elles n'ont pas hésité. Voilà. Elles n'ont pas hésité. On va espérer que ça puisse bien se passer pour les filles Franck, très rapidement. Latif a touché du doigt un point tout à l'heure. C'est l'organisation qui se fait autour donc, des autres sélections. C'est-à-dire que je ne parle pas des seniors. Quand vous prenez les autres sélections du Togo, que ce soit les locaux, que ce soit les U17, les U20 ou encore les filles, ce n'est pas la même organisation. Alors que quand on parle de l'équipe nationale, la dernière fois, nous avons vu les U17 béninoises ici à Lomé. Elles sont parties jouer à Zambie. Déjà, au retour, elles ne sont pas rentrées à Cotonou. Elles sont venues directement à Lomé. Et c'est-à-dire que c'est l'État qui a pris tout en charge. Aussitôt le match fini, c'est le chef de l'État qui les reçoit. Malgré leur élimination, c'est le chef de l'État qui les reçoit. Mais ici, nous parlons des filles, nous parlons des moins de 20 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend ces filles-là, il y a certaines de ces filles qui étaient dans l'équipe nationale scolaire du Togo, encadrées par le ministère des Sports et des Loisirs. Il y avait le directeur des sports scolaires et ministère qui était au four et au moulin avec ces filles-là. Vous prenez la gardienne Asana, vous prenez Aoui, vous prenez Aïterou et Adjovi Odile, c'est des joueuses de la sélection nationale scolaire. C'est-à-dire qu'en principe, quelque part, on ne devait pas permettre à ce que ces joueuses-là viennent se regrouper en externat. C'est ce qu'on dit. Bien. C'est une question de moyens. Il faut mettre les moyens. C'est cette rencontre-là qu'on a décidé de camper les joueurs dans un hôtel. Malheureusement. C'est fini. C'est-à-dire quand il y a l'agonie, on fait venir le médecin. Malheureusement, on va marquer la pause et on se retrouve juste derrière. Et merci de faire le choix de Sport FM. On va parler maintenant des deux nationales de football, l'acte 10. Et on a remarqué après cette 10e journée que Dito, est toujours leader. Et dans la poule B, c'est Semassi qui contrôle les choses. Et on va d'abord revenir sur ce match entre le Dynamique togolais et puis Agaza qui ne va pas bien. Il faut le dire, et heureusement qu'ils ont su tenir un peu la fougue des militaires, 0 but partout à l'arrivée. On va pouvoir écouter Patumbi Liabé. Je pense que c'est un résultat positif. Du moment où nous sommes en déplacement, ce n'est pas facile de venir battre à Gaza avec Bonsimé. Nous avons obtenu un point. C'était l'essentiel de ne pas perdre le match et garder la tête de notre poule. Et c'est ce qui est fait. On continue la suite. Première partie un peu compliquée, mais on vous a vu revenir avec d'autres intentions en deuxième partie. Oui, on savait que ça devait être difficile au départ, puisque nous sommes à l'extérieur. La Gaza devait mettre la pression. On a préparé les petits pour ça. On a subi, mais on a tenu. C'est ce que nous avons dit aux enfants. À la deuxième partie, on a déployé nos forces. Malheureusement, on devait partir avec les 3 points, mais Dieu n'a pas voulu. Sinon, c'était un but tout cuit. Mais on prend les 1 point, on retourne à domicile, on se prépare pour le match contre Dicéa. L'essentiel pour l'instant, c'est d'être dans ce fauteuil-là. Oui, on compte finir le championnat premier de la poule A. C'est ce que nous sommes en train de faire. On le fait bien, on va continuer dans le même sens. Voilà, Patumbi Liabé, le coach du Dynamique togolais. Et Maranatha également a fait le boulot. On leur a retiré 3 points. Ils se sont dit, mais vous voulez vous foutre de nous? On va récupérer nos 3 points. Ils l'ont fait face à la Jeunesse Club d'Agoué battu 2-0. On écoute Anouham Akpaloir.
Vraiment, on l'a cherché. Parce qu'il y a eu un message qui circulait sur les réseaux. On nous a retiré 3 points. Mais ces 3 points, nous, on sait qu'on ne va pas nous retirer parce qu'il y a les recours. On attend les recours pour reprendre les 3 points pour avancer. Si on revient un peu dans ce match, qu'est-ce qui a permis justement à Maranatha de l'emporter? Non, le message qui a circulé hier dans la nuit, ça a jacassé dans tout Fiocor. Et le président nous a appelés tous de lui faire ce match pour montrer au public sportif que Maranatha a vraiment gagné JCA sur le terrain. Et c'est ça qui fut fait. Le score qui a été donné à Wamé, c'est ça qu'on a répété. Le football aujourd'hui, c'est pas avoir de grands joueurs ou bien chose. Les jeunes qui ont le football dans les pieds aujourd'hui, on doit les accompagner. C'est ça qui se fait à Wamé. Et voilà que la jeunesse donne. Voilà, Anoura Makpalboar, le coach des Messagers de Fiokpo. D'autres résultats dans cette poule A, le 0-0 entre Ange et Asfosa. Et puis la victoire à l'extérieur d'Arabia, un bon coup réalisé par les Chameaux face à Ifodje qui ne se retrouvent plus. Donc on est à 4 journées de la fin de la phase régulière. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On a Dito qui revient, Maranatha qui est là. On voit les autres clubs qui se positionnent. Ça va être serré jusqu'à la fin, voulez-vous dire? Bien sûr, Dito qui garde toujours la commande ou les commandes de ce championnat, même si Dito a été chahuté, hein, il faut quand même avoir le courage de le dire. C'est vrai, il y a une grosse occasion de Dito en deuxième partie face à Gaza samedi dernier. Mais l'équipe qui a plus fait le jeu, c'était à Gaza, surtout en première partie. Mais au final, l'objectif de Dito, c'était de ne pas perdre. Ils n'ont pas perdu. Et voilà, ils sont toujours devant. Parce que la veille, comme l'a dit Akpaloa, il y a cette décision de la commission de discipline qui a retiré 3 points à Maranatha, qui était en réalité son poursuivant direct. Et quand c'est comme ça, ça suppose que c'est une équipe de Dito qui est en roue libre, hein, parce que son poursuivant immédiat a été donc amputé de 3 points. Maintenant, quand vous écoutez Akpaloa, je ne sais pas pourquoi il s'enflamme. Le football aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur le terrain. Ça se joue sur le terrain, mais aussi ça se joue dans les bureaux. Et si il y a une situation qui est arrivée, voilà, mais si cette décision de la fédération a pu quand même donner des ailes à Maranatha... Ça les a plutôt boostés. Oui, ça les a boostés. Ça suppose que Maranatha doit même dire merci à la fédération qui a dit, mais écoutez, si on nous prend 3 points, on doit aller les chercher à nouveau. Maintenant, Maranatha a quand même les moyens d'aller faire appel. Mais il faut préciser que le football, ça se joue sur le terrain et dans les tribunes. Si le joueur n'était pas qualifié et que la JCA a pu fournir des éléments, c'est à raison que la fédération ou la commission quand même donne un match gagné à la JCA. Maintenant, Maranatha a quand même les moyens d'aller contester cela. Est-il dit que Maranatha, par cette victoire, est toujours dans le coup pour pouvoir aller chercher cette qualification pour les playoffs? Si la phase régulière s'arrêtait aujourd'hui, on a Dito, Maranatha, Arabia. Bien sûr. Oui, logique. Dans la poule A, Oui. vous savez, nous sommes au Togo et que ça peut arriver que la fédération décide à ce que les premiers seulement jouent les playoffs. Ça c'est déjà arrivé aux filles. Comment les premiers peuvent encore jouer les playoffs? Voilà, Plutôt ils sont déjà qualifiés pour la DE. Mais moi, par rapport un peu à cette décision, je dis, pourquoi c'est à la veille? C'est à la veille de ce match que la commission de discipline décide de sortir cette décision-là. Vous voulez dire qu'on a quelque chose contre Maranatha? Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 semaines. Oui. Après la fin de la phase aller, il y a eu 3 ou 4 semaines. Le match a été joué à la troisième journée. Depuis mars. Depuis le 1er mars, et nous sommes en mai. Depuis là, la commission de discipline n'a pas eu donc les informations nécessaires pour statuer sur cette décision. Et c'est à la veille du match retour justement, et qu'on sorte cette décision. Moi, je dis que c'est suspect, vous voulez dire? C'est suspect. C'est suspect. Et on a vu la réaction de Maranatha sur le terrain. Moi, je crois qu'il fallait plutôt même attendre après ce match et sortir cette décision-là. Maintenant, sur le terrain, la dernière fois, c'est vrai, la JCA était déterminée parce qu'étant à domicile, on voulait coûte que coûte gagner. Mais il y a beaucoup de déchets dans le jeu de l'équipe d'Aguanivé. Et là, Maranatha a su profiter justement de ces déchets-là parce que
les buts qui sont arrivés, il n'y a que la JCA qui jouait, la JCA qui se créait les occasions, mais on n'arrivait pas à concrétiser ces occasions-là. C'est vrai qu'on a Bodo en attaque, mais véritablement, ça ne passait pas. Et la seule occasion que Maranatha a eue en première période, ils l'ont exploité. Ensuite, il y a eu carton rouge, suspension d'un joueur de la JCA parce que pour jeu dangereux, l'arbitre a donc sorti le carton rouge direct pour le joueur le défenseur de la JCA. Et en deuxième période, c'est encore la JCA qui faisait le jeu. Une première contre-attaque, c'est le deuxième but de Maranatha. Et là, Maranatha a bloqué. Ça a été compliqué, très compliqué justement pour l'équipe d'Aguanivé. Maintenant, justement, Anoham l'a dit, ils ont juste confirmé ce qu'ils ont fait au match aller parce que c'était également le score de 2-0 au match aller. C'est ce que Maranatha a remis donc à Aguanivé. Mais ce que Grégoire dit, c'est pertinent. Hein, la fédération doit être dans l'actualité parce que, sincèrement, jouer en mars et sortir des décisions en mai, ça ne fait pas sérieux. Et puis, il y a eu une phase aller qui a fini. On n'a pas pu régler les contentieux ou bien les dossiers de la phase aller. On vient jeter ça en deuxième partie. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il va falloir que les commissions puissent être dans le rythme. Parce que, écoutez, imaginez à 2 journées de la fin de la saison, on sort une décision comme ça pour amputer 3 points. Une équipe qui était peut-être à un doigt des playoffs. Et on sort une décision la veille d'un duel à nouveau entre les deux clubs. Ça peut amener d'autres choses dans les tribunes, la tension. Oui, ils font les choses à leur rythme. Quand vous allez dire, bon, ils font les choses à leur rythme. Ils décident que la finale de la Coupe de l'Indépendance va être jouée entre Dito et Semassi. Qui a fait quoi? Donc voilà. Voilà donc le classement dans la poule A après cette 10e journée. Dito, 19 points. Maranatha qui a toujours ses 14 points. Arabia revient maintenant. 14 points aussi. Asfosa 12. Il faut dire en deuxième partie de tableau. 5e, 12 points. JC a 12 points après avoir récupéré les points de Maranatha. La Gaza est en souffrance. 10 points avant-dernier. 8e, Ange. 10 points aussi. La poule B maintenant. Et là, Semassi n'a pas de problème. 21 points, on va dire, pour le club de Tchaoudjo. Et la dernière fois, ils ont battu Agoua 2-0. On va écouter Olufade Adekami. On a pris les 3 points. Vu comment le jeu s'est déroulé, je pense qu'on mérite vraiment amplement notre 3 points. C'est pas encore fini, il reste encore 4 matchs à jouer. C'est vrai que petit à petit, on approche le playoff, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. En semaine, il faut travailler la mentalité des joueurs, les dernières passes. Vous avez raté 9 occasions nettes au Olufade Adekami. On va continuer à travailler devant le but parce que les passes décisives, les passes qui doivent vraiment faire la différence, c'est ça qui nous a manqué aujourd'hui. Sinon, on devait tuer le match depuis la première mi-temps. Mais bon, on va continuer à travailler. Tant qu'ils sont sur le terrain, on va continuer à travailler. Et puis on espère qu'un jour à l'autre, ils vont vraiment s'appliquer pour vraiment faire des bonnes passes pour pouvoir marquer des buts. Olufade Adekami après la victoire devant Agoua. Dans la poule A, l'écart est un peu considérable. Dito à 19 points, le deuxième Maranatha 14, 5 points de différence. Ici, c'est plus serré. 21 pour Semassi, 19 pour Koroki et derrière 16 pour l'US Koza. On a parlé de derby. Chaque match là-bas est un derby, mais on le voit justement. Oui, on le voit et Semassi n'a pas encore fini parce que Semassi a un match face à Koroki. N'oubliez pas, il y a un autre derby qui attend aussi Semassi face à Tchaoudjo Athletic Club. Et la seule équipe qui a pu battre Semassi pour l'instant, c'est Koroki. Et à l'avant-dernière journée, ces équipes-là vont jouer. Semassi aura à jouer qu'à cadre de Doufelgou, même si ce sera un miracle de ne pas voir Semassi dans les playoffs. Parce que quand vous prenez le premier et le troisième, c'est-à-dire Semassi et US Koza, ça fait 5 points. 5 points de différence. Alors que même les 3 là, pour le moment, sont en playoff. Et donc, ce n'est pas fini. Semassi doit continuer. Peut-être encore 2 matchs à gagner pour les guerriers de Tchaoudjo. Mais attention, quand vous prenez l'écart, personne, à part peut-être Bikenti. Attends, il y a Bikenti qui vient rejoindre Agoua. Bikenti et Agoua, c'est ce que je voudrais dire. À part Bikenti et Agoua qui sont décrochés,
les autres équipes n'ont toujours pas dit leur dernier mot parce qu'il y a encore 12 points à aller chercher. 12 points à aller chercher. Fouadin, par exemple, qui a 10 points de retard sur le premier. Voilà. Oui, c'est serré, on peut le dire. De façon c'est serré. Latif l'a dit. Je crois que Semassi a déjà joué US Koza. Maintenant, il reste Koroki, qui est d'ailleurs la seule équipe à battre Semassi à la phase aller. Il faut voir ce qui peut se passer à la phase retour. Semassi va jouer un derby face à Tchaoudjou Athletic Club. Tchaoudjou Athletic Club aussi qui n'a pas encore dit son dernier mot, tout comme Kakadel de Fergou. Donc vous voyez que ce soit US Koza ou encore Koroki, ce n'est pas encore véritablement ça. Semassi, on peut dire aujourd'hui que Semassi peut jouer les playoffs. Maintenant, c'est la suprématie dans ce groupe que les guerriers de Tchaoudjou vont chercher. Donc ce qui veut dire que les autres matchs qui arrivent sont presque des finales, que ce soit pour Koroki, pour Tchaoudjou Athletic Club ou encore pour Kakadel de Doufelgou. On va suivre, ce sera forcément des matchs intéressants sur les 4 matchs qui restent avant les playoffs. Ça va être très serré et c'est comme ça qu'on aime le football, le spectacle au rendez-vous. Quand on prend la première division qui a fini 20 journées de compétition, les 6 dernières journées, la dernière ligne droite, beaucoup disent oui, Asco aujourd'hui n'a plus les moyens d'aller chercher le titre. Peut-on le dire? 18 points restent à prendre. Peut-être qu'il faut attendre encore une nouvelle journée, parce que si Asco ne gagne pas son derby face à la SCK, je me dis que Asco peut aller commencer à préparer la saison prochaine. Non, à préparer, puisqu'elle a toujours la couronne. Il faut qu'elle commence à la remettre. Mais si Asco gagne ce derby-là, ça peut encore donner d'autres idées pour ce championnat. Mais ce qui est compliqué pour les Asco est 5e avec 6 points de retard sur la SOTR. Maintenant, ce qui est compliqué, oui, Asco a 6 points de retard contre la SOTR. Mais il n'y a pas que la SOTR qui est devant Asco. Il y a ACK. Il y a SCK, il y a Boulessou, il y a Unisport. Ça suppose que Asco ne chasse pas qu'une seule équipe. C'est là où c'est compliqué pour Asco n'a pas son destin les condamnants de la cause. Asco n'a pas son destin en main. Il peut décider de gagner tous ses matchs. Mais les autres, eux, est-ce qu'ils vont les gagner c'est ce que je dis. Asco peut décider de gagner tous ses matchs. Au même moment, OTR va perdre tous ses matchs. Mais est-ce que ACK va perdre tous ses matchs? Est-ce que Unisport va perdre tous ses matchs? Est-ce que parce que quand quelqu'un perd tous ses matchs, c'est que l'autre aussi gagne. C'est là où, parce que Asco ne chasse pas qu'une seule équipe. Asco chasse 4 équipes. Et quand c'est comme ça, on va encore espérer, avant de tirer les conclusions, de voir si Asco pourra quand même faire la différence dans le derby, en tout cas. Mais moi, je vois que ça va être compliqué. La SOTR a les moyens de se maintenir. Pour se maintenir ou bien... Oui, c'est-à-dire comme depuis le début de la phase retour. Rester en tête. Oui, quand on voit ce que produit cette équipe, je me dis, quel que soit l'adversaire, la SOTR va jouer. Quel que soit l'adversaire. Oui, c'est vrai que la SOTR reste le duel entre la SOTR et Asco de Kara, qui n'a pas été... Ce sera lors de la 22e journée, je crois. Qui n'a pas été encore joué. Et là, je me dis que c'est une équipe qui peut jouer toutes les autres. C'est vrai que quand on prend le match face à l'ACK a pris les 6 points. Face à en aller-retour, oui. Mais il n'y a que l'ACK qui a pris les 6 points comparativement aux autres équipes. Et donc, ce qui veut dire que pour battre aujourd'hui la SOTR, ça va être compliqué. Même Asco de Kara qui cherche à prendre le prochain match, c'est contre Doumbé. C'est des points gratuits. Oui. Bon, le football reste ce qu'il est. D'accord, on sait mais que on peut dire que c'est gratuit. 0-0 contre Man City. On le sait. Sinon, c'est 3 points déjà pour OTR. Alors que rien n'est garanti, ni pour Asco, ni pour ASCK lors de la prochaine journée. Oui, les deux vont s'affronter. Unisport joue contre Entente 2. On sait ce qu'il s'est passé ici à Lomé. Il y avait 2-0 et puis après 3-2 pour les académiciens de ce remontada. Voilà. On l'a vu face à l'école. AS Tambo, AC Barracuda, qui est dans une bonne dynamique. Oui. 3 victoires d'affilée sur les derniers matchs pour le Poisson Carnivore. Gomido joue contre l'AS Bina. Étoile filante Boulessou. Plus de faux pas pour le Shooting Star. Il va falloir gagner. C'est un gros match. Il va falloir gagner. Oui. Donc rien n'est décidé. 18 points à prendre. On doit encore espérer. C'est le seul match le week-end à Lomé. C'est le seul match. Oui, c'est le seul match. C'est le seul match dimanche à Lomé. C'est un gros match. C'est un très gros match. Agbo Simé. Voilà. Donc... on verra ce qui tout le monde sera les potentiels champions
figure-t-il entre ASCO, ASK, Boulessou, Unisport? Oui, il faut compter aussi avec Espoir. Hein. Oui. Espoir? Oui, il faut compter aussi avec Espoir. Espoir? C'est vrai qu'Espoir a perdu la dernière fois 3-0, mais il faut compter. Espoir a aujourd'hui 30 points. Ils ont, 30 points, 6 points de retard sur... Oui, mais... Espoir de notre ami. Hein. Oui, Théophile. La précision, c'est qu'il est zaïrois. Hein. Voilà. Il n'est pas congolais de Brazza. Il n'est pas congolais de Brazza. Mais il est congolais de Kinshasa. Voilà. Très donc, bien. il dit qu'ils ont déjà joué la Coupe du Monde. Ah, bien. En 74. Oui. Voilà. On le sait. C'est la précision. Très bien. Merci d'avoir été là, Latif Irouma, Grégoire Attignon, Sir Vonelam pour la vidéo, à la mise en onde Noël Asianko avec Olivier Koudjo. Ok, allez, prenez soin de vous. À très bientôt.